Merci beaucoup Agnès Buzyn, merci pour cette invitation. Bonjour à tous et merci encore une fois pour m'avoir permis de participer à cette journée où j'ai énormément appris. Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit? C'est une question que posait l'économiste Amartya Sen il y a quelque temps. Les tragédies que nous pouvons prévenir, disait-il, et les injustices que nous pouvons réparer. Et il me semble que c'est votre ambition et que c'est l'ambition de ce plan cancer. Prévenir la tragédie du cancer, guérir les malades, accompagner les personnes malades ou les personnes après leur maladie, et puis réparer les injustices, c'est-à-dire réparer les inégalités d'accès à la prévention, d'accès au diagnostic, d'accès au traitement, d'accès à l'accompagnement. Et je crois, comme le disait le président de la République ce matin, que ce plan cancer est essentiel pour le cancer, pour la lutte contre le cancer, mais qu'il est essentiel aussi pour, d'une manière générale, notre façon d'approcher, notre façon d'accompagner la préservation de la santé et les personnes malades dans notre pays. Qu'est-ce que la démarche éthique? Qu'est-ce que la réflexion éthique? Peut-être que, un peu comme la recherche, elle commence par questionner et par penser ce qui manque, penser ce qui pourrait être là demain, et puis penser à ce qui, lorsque ça apparaîtra, nous semblera rétrospectivement étrange ou tragique ou scandaleux d'avoir manqué. D'un point de vue de la recherche, je crois que la myriade de cancers qui existent donne une image tragique des dérèglements, des capacités de régénération, de reconstruction et de plasticité de notre corps. Et donc c'est une recherche qui est extrêmement large, c'est une recherche qui est transdisciplinaire et c'est une recherche dont les retombées concernent d'autres domaines que le cancer. Donc c'est une formidable aventure et c'est une aventure essentielle. Quelques questions qui se posent en ce qui concerne la recherche. La première, c'est la quantité énorme, ce qui a été évoqué ce matin, de données qui sont produites, de données génétiques, bientôt de données épigénétiques et d'autres. Et donc, comment faire en sorte que ces données, qui n'ont d'intérêt que si elles sont consultées à travers le monde, puissent s'accompagner d'une protection de la confidentialité, d'une protection de la vie privée, d'une prévention de la discrimination. Et vous savez que c'est d'autant plus difficile que ces données sont génétiques parce que l'anonymisation des données génétiques, contrairement à beaucoup d'autres données, s'avère extrêmement difficile. Donc c'est une question importante et qui a des implications éthiques majeures. Une autre, je crois, et c'était évoqué, c'est les frontières de plus en plus floues entre traitement et recherche thérapeutique. Et donc ont été pensées toute une série de questions éthiques concernant le traitement, les relations entre patients et médecins, concernant les relations entre une personne et la recherche. Et il y a peut-être nécessité de les repenser d'une manière globale, étant donné que cette frontière s'efface. Il y a un problème éthique qui ne concerne évidemment pas que le cancer, et dont une des illustrations les plus patentes il y a une quinzaine d'années a été la question du sida. C'est en quoi et dans quelle mesure les retombées de la recherche peuvent bénéficier non seulement à chacun dans notre pays, mais à chacun dans le monde. Est-ce qu'on va vers des traitements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus efficaces, qui vont être parcellisés ou morcelés au niveau international, ou est-ce qu'on va réfléchir à une capacité de chacun à y voir accès au-delà des frontières de notre pays ou au-delà des frontières de l'Europe? Mais il y a un point peut-être que je voudrais soulever parce qu'il est souvent mentionné, et c'est le bénéfice que la médecine qu'on peut appeler une médecine de précision, une médecine ciblée, une médecine individualisée peut apporter dans le traitement du cancer et dans le traitement d'autres maladies. On a tendance à parler de médecine personnalisée. Et vous savez qu'une médecine fondée sur les preuves est une médecine fondée sur les statistiques, c'est-à-dire sur le fait de pouvoir mesurer de manière reproductible sur un échantillon quel qu'il soit l'efficacité. Et donc ce qu'on appelle une médecine individualisée ou personnalisée n'est pas une médecine qui s'adresse spécifiquement à une personne donnée, mais qui s'adresse à une personne qu'on a appariée de la manière la plus congruente possible à toute une série d'autres groupes sur un certain nombre de caractéristiques. Et il y a peut-être un risque à parler de médecine personnalisée
à faire disparaître l'approche de la personne, ce qu'est véritablement une personne, en confondant le caractère congruent, adapté, adéquat de la prise en compte de ses caractéristiques biologiques avec une médecine qui s'adresse à la personne. Et donc je pense que, un peu comme la tarification à l'activité, qui privilégie l'acte technique en oubliant le dialogue et l'interaction avec la personne, il y a un risque, si on utilise trop ce terme, à croire que cette approche extrêmement importante peut faire disparaître ou peut se substituer à la dimension personnelle et humaine de la médecine. Un mot qui va dans le même sens cette fois, qui est l'annonce. C'est quelque chose de très beau, mais il y a quelque chose que je trouve troublant dans ce mot d'annonce. D'abord par sa solennité, on a entendu des personnes dire, lorsque j'ai appris, il y avait une violence extraordinaire. Et au fond, c'est quoi l'annonce? C'est le début d'un dialogue. C'est le début d'un dialogue qui, normalement, ne devrait jamais s'arrêter. Et donc, je pense que mettre trop de solennité sur ce moment, c'est encore une fois prendre le risque de croire que tout ce qui concerne le dialogue ou l'essentiel va être condensé dans ce moment qui est le premier moment. Il y a un autre point dans l'annonce qui m'a toujours troublé, c'est que vous savez que le choix libre et informé, qui est un des piliers de l'éthique biomédicale depuis 70 ans, repose ou implique le droit de savoir, et donc le droit d'être un coacteur de l'abord et de sa maladie. Mais le droit de savoir implique le droit de ne pas savoir. Et donc seul un dialogue avec une personne peut déterminer jusqu'à quel point cette personne souhaite être informée. Et donc il y a dans ce terme d'annonce cette idée d'une transparence ou d'une nouvelle qui va être donnée, quelque chose qui peut-être entre en conflit avec l'idée que la réalité doit être construite à deux ou à plusieurs et ne doit pas être annoncée simplement d'un endroit vers une autre, d'une personne vers une autre. Et je crois, si on continue, et quand je parlais des frontières de plus en plus floues, et heureusement, entre la recherche thérapeutique et le traitement, qu'on assiste à la même dérive en ce qui concerne le choix libre et informé dans le formulaire dit de consentement informé ou de consentement éclairé. Vous savez qu'initialement, le formulaire devait être la preuve qu'un processus de dialogue amenant à une information a eu lieu. Il tend de plus en plus à se substituer à ce processus de dialogue. Et donc le paradoxe, c'est que le formulaire ne témoigne pas du fait qu'un dialogue a eu lieu. Il tient lieu de dialogue, et paradoxalement, dans les pays où beaucoup de personnes ne savent pas lire et écrire, ça a été remplacé par un enregistrement vidéo. Eh bien, dans l'enregistrement vidéo témoigne du fait qu'un dialogue a eu lieu, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il y a signature d'un formulaire. Autre point, dans le formulaire, le droit de savoir et de ne pas savoir, ce compromis qui se construit est évidemment extrêmement difficile à obtenir, où vous ne lisez rien, où vous lisez tout, où vous lisez en diagonale, mais il est très difficile de savoir ce que véritablement la personne veut. Donc je crois qu'il y a derrière l'annonce, la question qui dépasse le cadre du cancer, des modalités de dialogue, de construction du dialogue entre une personne et les médecins et les chercheurs avec lesquels elle entre en relation. Dans ce qui a été évoqué, qui est la reconstruction, il y a une dimension peut-être qui est essentielle à la médecine et qui est la dimension, je dirais, qu'on appelle classiquement celle des humanités. André Grimaldi, depuis quelque temps, c'est le diabète, c'est pas le cancer, fait participer ces patients qui le souhaitent à l'élaboration d'un récit par l'intermédiaire d'une pièce de théâtre. Les patients écrivent, puis les patients mettent en scène des acteurs professionnels, puis les patients sont des spectateurs, ça se fait avec le théâtre, la cartoucherie de Vincennes, le théâtre de Mnouchkine, de la pièce. Et donc, ce n'est pas forcément une démarche indispensable, mais ça veut dire que l'appropriation, la reconstruction lors d'une maladie est plus que de l'ordre simplement de l'information rationnelle et de la compréhension. C'est véritablement une reconstruction qui implique toute une série d'autres dimensions affectives et émotionnelles. Le parcours de soins, je crois qu'il y a dans notre pays quelque chose qui est difficile, qui est d'amener les soins à la personne plutôt que d'envoyer la personne là où elle pourra avoir à tel et tel endroit des soins. Donc l'idée d'apporter, d'accompagner autant que faire se peut la personne là où elle vit, là où elle habite, l'idée qu'il puisse y avoir une part importante de soins à domicile est quelque chose
dans lequel le cancer, la prise en charge du cancer peut être novatrice, mais qui est un problème très général dans notre pays. Un mot, je parlais de médecine personnalisée, il y a aussi quelque chose qui me frappe toujours, on parle de prise en charge des malades. Quand vous prenez en charge quelqu'un, ça veut dire qu'elle vous pèse. Et donc, d'une certaine façon, la question, c'est quand est-ce qu'on peut la déposer? Il y a un autre terme qui est utilisé dans le monde et qui s'appelle l'accompagnement. Et je crois que les termes n'ont pas une importance au sens où la pureté du vocabulaire n'a aucune valeur intrinsèque, mais ils véhiculent souvent, sans qu'on s'en aperçoive, un certain nombre de conceptions. C'est comme les termes, je sors de ce sujet, mais comme les termes de placement. On place la personne, on ne l'accueille pas à un endroit. Donc vous voyez que prise en charge et placement, accompagnement et accueil traduisent au fond des visions différentes de la manière dont nous nous comportons. Continuité, et c'est vrai que le parcours de soins, et ce que je disais pour l'annonce, c'est la continuité. Et je crois que ça pose des problèmes, là encore, qui sont très au-delà du cancer et pour lesquels le cancer peut apporter, la lutte contre le cancer, une aide. Continuité de la scolarisation. Nous avons une loi depuis 9 ans sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Une très très grande difficulté à l'appliquer. Permettre à un enfant atteint de cancer, permettre à un enfant atteint d'une autre maladie, permettre à un enfant en situation de handicap de continuer à étudier et d'être scolarisé est un problème général dans notre pays, dans lequel, en effet, une réponse doit être apportée dans le cas du cancer, mais devrait être apportée au-delà. Emploi, et ça vient d'être longuement évoqué, emploi des personnes après ou pendant un cancer. Vous savez que depuis plus d'un quart de siècle, nous avons une loi dans ce pays qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap et qu'il y a une très grande difficulté à faire rentrer cette loi dans la réalité. Je crois que nous sommes à peu près à la moitié de l'objectif qui avait été fixé il y a un quart de siècle. Donc je crois que là encore, qu'une personne ayant eu un cancer puisse retrouver un emploi, c'est essentiel. Mais qu'une personne ayant une maladie chronique ou une personne ayant un handicap puisse trouver ou retrouver un emploi, c'est une question du même ordre qui gagnerait peut-être à être abordée de manière globale. Inégalité, on a parlé d'inégalité régionale, on a parlé d'inégalité socio-économique, il y a une inégalité liée à l'âge qui me frappe, qui dépasse de très loin la question du cancer. Lorsqu'une maladie, ça peut être un cancer, ça peut être n'importe quelle autre maladie ou handicap, vous atteint alors que votre âge a dépassé 60 ou 65 ans, votre statut change. Vous n'êtes plus une personne malade ou une personne handicapée, vous êtes une personne dépendante. C'est un mot étrange. On peut avoir un cancer ou une tétraplégie quand on a 30 ans, on est une personne malade ou handicapée. À partir de 65 ans, on devient une personne indépendante dans une société dont il faut croire que tout le monde est indépendant, sauf les personnes atteintes de maladie ou de handicap de plus de 65 ans. Mais ça se traduit en termes de solidarité. Parce qu'une personne qui est malade dans un EHPAD ou atteinte de cancer dans un EHPAD, contrairement à une personne plus jeune atteinte de la même maladie, va devoir payer son hébergement. Et donc, si vous voulez, dans cette question d'égalité, dans la manière dont la solidarité se manifeste en cas de maladie, il y a une disparité un peu étrange qui ne me semble jamais être abordée du point de vue de sa justification qui existe peut-être, mais être prise comme une donnée évidente. Dernier point dans cette continuité, les soins palliatifs. Vous savez que là aussi, nous avons une loi depuis 15 ans, 99, sur l'accès de tous aux soins palliatifs. Et les estimations les plus optimistes considèrent que seuls 20% de personnes qui en auraient besoin en fin de vie ont accès aux soins palliatifs. Mais il y a un deuxième problème, c'est que bizarrement dans notre pays, contrairement à d'autres pays, les soins palliatifs ont été cloisonnés à la toute fin de vie. C'est l'accompagnement et le soulagement de la douleur et de la souffrance pour ceux auxquels l'accès est ouvert dans les 3 dernières semaines de la vie. Et donc, la raison d'être des soins palliatifs, qui sont l'accompagnement, le soulagement de la douleur ou de la souffrance dans toutes les circonstances de la vie où elles sont nécessaires, et c'est le cas en particulier du cancer, mais pas seulement du cancer, a peu à peu disparu, comme si soulager la douleur et la souffrance, c'était quelque chose qu'il ne fallait apporter que dans les 3 dernières semaines de la vie, quand on le pouvait. Donc je crois qu'il y a à repenser aussi cette approche de la médecine, c'est-à-dire au fond cette prise en compte de la souffrance et de la douleur qui a été particulièrement développée dans le domaine de la cancérologie et qui est particulièrement déficitaire en amont de la fin de vie ou en fin de vie dans d'autres domaines de la médecine. Un mot peut-être sur la prévention, parce que c'est vrai qu'il me semble que notre pays
contrairement à beaucoup d'autres pays, consacre beaucoup d'efforts et d'argent à réparer, c'est-à-dire à guérir des personnes, à les traiter, et beaucoup moins d'efforts et d'argent à la prévention. Et là encore, le cancer et le plan cancer est un exemple de ce qui peut se faire. Mais je crois qu'en matière de cancer, mais c'est vrai dans d'autres domaines, il y a un croisement de situations, et ça a été évoqué, multiples et ouverts. Il y a ce qui ne dépend pas directement de la personne. Les conditions de travail, les pesticides, le diesel. C'est quelque chose qui dépend de la manière dont la société est construite et qui change avec beaucoup d'inertie. Vous savez qu'on parlait de substances carcinogènes. L'initiative REACH, qui consiste à explorer les effets et éventuellement les effets carcinogènes de substances chimiques, est une initiative relativement récente à l'échelle européenne. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction de la société, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre des comportements individuels, mais avec évidemment une influence et un contexte social important, et qui est le tabac et qui est l'alcool. Et donc on voit bien qu'une médecine de prévention, c'est une approche qui dépasse au fond les frontières de la médecine, ce qui est illustré aujourd'hui, et qui implique toute une série de composantes de la société hors du domaine classique de la recherche biomédicale ou des soignants. Et et ça a été souligné, l'un des fondements de l'inégalité devant la prévention, disons que ça commence à la prévention, c'est la précarité. Et vous savez que on considère, la défenseure des enfants dans son dernier rapport avait estimé qu'il y avait 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 2 millions d'enfants qui vivent dans des situations de précarité, c'est dès le début un risque accru de maladie au cours de la vie. Et donc on retrouve cette fois dans les facteurs de prévention, de précarité et d'inégalité, qu'elles soient régionales, socio-économiques ou d'autres mesures, dans le cancer, ce qu'on retrouve au niveau international en termes d'espérance de vie et en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et le rapport de l'OMS de 2008 sur les déterminants socio-économiques de la santé disait cela, très au-delà, rédigé par Michael Marmot et par Amartya Sen, très au-delà du domaine du cancer. Quelque chose que j'ai trouvé très beau et très émouvant et très profond, c'est ce droit à l'oubli, si on revient cette fois à la personne. Je me demande d'ailleurs, il ne s'agit peut-être pas tant de conflit entre la mémoire et l'oubli, que de ne pas emprisonner la personne dans une forme de mémoire que l'on garde de sa vie antérieure. Après tout, on peut continuer à se souvenir sans être emprisonné ou stigmatisé. Donc c'est un droit, au-delà, je pense, du droit à l'oubli et au recommencement, c'est un droit à ne pas être emprisonné dans ce qu'on était auparavant. Et donc c'est la reconnaissance du fait qu'on peut vivre avec sa maladie ou vivre après sa maladie, sans rester, si je reprends ce que je disais au début, dans le statut de l'annonce. Comme si le statut de l'annonce avait figé définitivement la relation de la personne avec la société. Donc je pense que ce plan cancer et tout ce que vous faites est essentiel, mais que nous sommes un pays qui a tendance à avoir des plans. On a un plan cancer, on a un plan maladie d'Alzheimer, on a un plan autisme, on a eu un plan canicule. Et donc il y a un peu une tendance à croire qu'en abordant un problème, aussi important soit-il, de front, on va pouvoir le résoudre, ce qui est évidemment nécessaire, mais souvent pas suffisant, parce qu'on se heurte à des obstacles ou à des résistances ou à des inerties culturelles ou sociétales qui dépassent de très loin le sujet ou l'objet du plan et qu'on retrouve dans toute une série d'autres maladies ou d'autres formes de handicap. Et donc je crois qu'il faut représenter un exemple tout à fait particulier et spectaculaire et fondamental d'alliance entre des chercheurs de toutes disciplines, des soignants, des associations de patients, le monde du travail. Et donc ça représente non seulement quelque chose d'essentiel en matière de lutte contre le cancer, mais sans doute quelque chose qui devrait représenter un exemple et représenter un lien avec toute une série d'autres domaines qui concernent la prévention de la santé et qui concernent l'accompagnement de la maladie. Et donc je pense que ce plan cancer a une valeur évidemment essentielle pour le cancer, mais c'est sans doute aussi quelque chose qui peut être un levier profond pour changer la manière dont notre société, encore une fois, préserve la santé et accompagne les personnes malades ou les personnes handicapées. Et donc je pense qu'au-delà du cancer, c'est le modèle de ce que pourrait être une société dans laquelle la vulnérabilité est considérée comme une composante essentielle, évidente de la vie humaine, et pas comme un motif de stigmatisation, de discrimination, d'abandon ou d'exclusion. Merci.